Ma mère a aidé ma sœur à acheter un appartement au bord du lac, puis m'a humilié avec un bon pour un motel. Je suis parti sans un mot, taisant mes 6 chalets. Mais l'agente immobilière a vérifié les registres d'achat et a été stupéfaite. Je m'appelle Léo Dubois. J'ai 38 ans. Je suis ingénieur en génie civil, 12 ans dans la division des infrastructures d'un cabinet qui conçoit des ponts, des systèmes de drainage et des murs de soutènement dans le sud-est de la France. Mon travail, en termes simples, est de calculer le poids qu'une structure peut supporter avant de céder. La répartition des charges. La concentration des contraintes, l'écart entre ce qu'une chose semble supporter et ce qu'elle supporte réellement. Je fais ce calcul sur des ponts depuis 12 ans et sur ma famille depuis plus longtemps encore. La version de moi de ma mère n'avait aucune capacité portante. Elle l'avait construite avec de mauvais matériaux et l'avait chargée d'hypothèses qu'elle n'avait jamais testées. Je le savais. Je l'ai laissé continuer à construire. Une structure vous dira de quoi elle est faite lorsque le poids sera enfin appliqué. Voici ce que Sophie Leclerc a vu sur son écran d'ordinateur portable lors de la fête de pendaison de crémaillère de l'appartement de ma sœur, le 3e samedi d'octobre. Sophie est agente immobilière. Elle s'est occupée de l'achat de l'appartement de ma sœur Clara, et elle a géré 2 autres transactions pour le côté de la famille de ma mère au fil des ans, ce qui en fait une amie de la famille de cette manière spécifique où un professionnel devient un ami de la famille lorsqu'il est utile, agréable et qu'il se présente aux célébrations ensuite. Elle était à la fête depuis 2 heures quand quelqu'un, un des voisins de Clara, qui était aussi un invité, lui a posé des questions sur la valeur des propriétés dans cette partie du lac. Sophie a tendu la main vers son ordinateur portable comme les professionnels tendent la main vers leurs outils lorsque quelqu'un leur pose une question à laquelle ils peuvent bien répondre. Elle a ouvert la base de données des transactions immobilières du département. Elle a cherché dans la région des lacs. Elle a tapé un nom de rue pour consulter les ventes récentes. Les résultats sont apparus. Elle était en train de les lire, expliquant quelque chose sur le prix au mètre carré, quand sa main s'est immobilisée sur le clavier. Elle n'avait pas cherché mon nom. Elle ne cherchait rien qui me soit lié. Mon nom est apparu dans les résultats parce que la base de données renvoie toutes les transactions immobilières enregistrées dans la zone de recherche, et mon nom figurait sur 6 d'entre elles. Elle a regardé l'écran un instant. Puis elle a tourné l'ordinateur portable vers ma mère qui se tenait à l'îlot de la cuisine, un verre à la main. Elle a dit, « C'est votre fils ? C'est là que je vais commencer. » Tout ce qui précède ce moment est l'explication de pourquoi cela importait. Je suis ingénieur en génie civil. Je passe ma vie professionnelle à calculer le poids qu'une structure peut supporter avant de céder. Répartition des charges. Point de contrainte. L'écart entre ce qu'une chose semble supporter et ce qu'elle supporte réellement. Je fais cela depuis 12 ans sur des ponts, des systèmes de drainage et des murs de soutènement dans 4 départements. Je fais le même calcul sur ma famille depuis plus longtemps encore. La version de moi de ma mère n'avait aucune capacité portante. Elle l'avait construite avec de mauvais matériaux et n'avait jamais appliqué assez de poids pour le découvrir. Je le savais. Je ne lui ai rien dit. Il y a une raison pour laquelle les ingénieurs ne discutent pas avec les structures. On laisse la charge trouver le point de rupture par elle-même. Elle le fait toujours. Ma sœur Clara a 41 ans et vit à 12 minutes de nos parents dans la banlieue où nous avons grandi. C'est la version de la famille qui est restée proche géographiquement et autrement. Elle a épousé Denis Moreau quand elle avait 33 ans. Et Denis est une personne acceptable, le genre de personne dont on ne se souviendrait pas fortement dans un sens ou dans l'autre. Et ensemble, ils forment le genre de vie familiale que ma mère qualifie de « rangée », ce qui est le mot qu'elle utilise lorsqu'elle veut dire que les choix de quelqu'un confirment ses attentes. J'ai déménagé à Lyon quand j'avais 26 ans pour un emploi dans le cabinet d'ingénierie, et j'y suis depuis. Je ne suis pas distant d'une manière dramatique. Je retourne à Grenoble où sont mes parents 5 ou 6 fois par an. J'appelle aux occasions pertinentes. Je me présente pour les choses pour lesquelles on se présente. Ce que je ne fais pas, c'est donner à ma mère un flux continu d'informations sur ma vie parce que j'ai appris progressivement et sans amertume que l'information ne serait pas traitée d'une manière qui me serait bénéfique. Elle serait triée dans son modèle existant de moi et le modèle persisterait inchangé. La catégorie qu'elle m'avait assignée est la suivante, Clara est celle qui a tout en ordre. Léo est celui qui travaille encore dessus. C'était exact quand j'avais 22 ans et que je venais d'obtenir mon diplôme et que je partageais un appartement avec 3 autres ingénieurs et que je dînais sur une table pliante.
Cela est devenu moins exact au cours des années suivantes. Et puis, vers la trentaine, c'est devenu complètement inexact. Mais l'information de ma mère ne s'est pas mise à jour parce que je ne l'ai pas mise à jour et elle n'a pas demandé. Elle a posé des questions sur mon travail de la manière dont les gens posent des questions sur les emplois quand ils s'attendent à ce que la réponse soit à peu près la même que la dernière fois, et j'ai répondu à peu près dans ces termes, et le modèle a tenu. Elle a dit aux gens à l'église que j'étais encore en train de trouver mes marques. Elle a dit cela à ma tante Diane il y a 2 Noëls et Diane l'a mentionné à ma femme Anna qui me l'a mentionné. Ma mère ne mentait pas. Elle croyait sincèrement que c'était une description exacte de moi à 37 ans avec 12 ans de référence en ingénierie et un portefeuille d'actifs croissant que je n'avais jamais partagé avec elle. Elle le croyait parce que je ne lui avais jamais donné de raison de ne pas le croire et aussi, je pense, parce que le croire servait quelque chose en elle. L'histoire de l'enfant rangé et de l'enfant qui cherche encore ses marques avait une structure qu'elle trouvait utile. Et je n'avais jamais appliqué assez de poids pour lui montrer qu'elle avait tort. La fête de l'appartement était son occasion de jouer cette histoire devant 40 personnes. Et elle l'a saisie. Voici à quoi ressemblait la fête de l'intérieur. Environ 40 personnes dans un appartement au bord du lac qui avait de bonnes bases et une vue qui méritait une maison plus chère que ce que le prix avait livré, bien que le prix ait tout de même été de 287 000 € et que j'ai eu des opinions sur sa pérennité, que j'ai gardées pour moi. Clara était dans son élément. Denis était dans son élément, c'est-à-dire près de la nourriture et étant affable. Ma mère avait contribué 40 000 € à la compte, ce que je savais avant la fête parce que François l'avait mentionné sans qu'on le lui demande et sans apparemment savoir que c'était une information que je pouvais classer. Hélène se déplaçait dans la pièce comme elle se déplaçait dans les pièces qu'elle avait organisées, c'est-à-dire avec l'énergie de quelqu'un qui sait où tout est et comment tout devrait aller. Elle avait un verre et une opinion sur l'arrangement des meubles et le plaisir spécifique d'une personne qui avait investi dans une chose et regardait l'investissement être célébré. Le livre d'or sur l'îlot de la cuisine était son idée. Je l'ai vu écrire son entrée et y rester un moment, ce qui m'a dit qu'elle avait réfléchi à ce qu'il fallait dire. J'ai signé le livre d'or et j'ai écrit mon nom. J'ai pensé à écrire quelque chose de spécifique et j'ai décidé de ne pas le faire. Sous l'entrée d'Hélène, qui disait à ma fille, « Ton rêve, notre cadeau ». Mon entrée disait, « Léo Dubois, rien d'autre ». J'étais près de la fenêtre arrière, regardant le lac, ce qui était l'endroit le plus confortable de la pièce pour moi quand ma mère est venue. Elle avait quelque chose à la main que je n'ai pas pu identifier avant qu'elle ne le tende. Un papier jaune plié une fois. Le genre qui s'empile sur le comptoir d'un motel routier économique, dans un support à côté des bonbons à la menthe. J'ai trouvé ça dans mon sac, dit-elle. J'ai pensé que tu pourrais l'utiliser. Bonne réduction sur une chambre. Un bon de réduction pour un motel. Le nom de la chaîne imprimé sur le devant. 25% de réduction sur une chambre standard. Date d'expiration dans 4 mois. Elle a souri en disant, c'est plus de ton niveau. Le sourire était la partie qui me disait qu'elle le croyait. Pas un sourire cruel, pas un sourire dédaigneux. Le sourire de quelqu'un qui partage une vérité avec une gentille pointe d'humour. Quelqu'un qui est suffisamment sûr de son évaluation pour pouvoir se permettre d'être chaleureux à ce sujet. Elle pensait être affectueusement juste. Elle pensait que la pièce comprendrait parce que la pièce connaissait la même version de moi qu'elle. Et dans cette version, le bon était drôle parce qu'il correspondait. La pièce a compris. 4 ou 5 personnes ont ri. Denis a déployé un rire stratégique. Ma tante Diane a émis un son qui était un accord sans mots. Mon père François, près du comptoir du fond avec son verre, a fait la version plus petite du rire, celle qui ne s'engage à rien mais remplit l'espace où une réaction différente aurait pu se trouver. Je lui ai pris le bon de la main. Je l'ai regardé juste assez longtemps pour comprendre ce que c'était. Je l'ai mis dans la poche intérieure de ma veste. J'ai dit, merci. J'ai fini mon verre. J'ai dit au revoir à Clara, qui était de l'autre côté de la pièce et qui a accepté mon départ avec la chaleur légèrement distraite de quelqu'un dont la fête se passait bien et qui savait que je ne serais probablement pas la dernière personne à partir. J'ai hoché la tête vers Denis. J'ai regardé mon père, qui m'a rendu mon regard sans changer d'expression. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et jusqu'à l'allée et je suis monté dans la camionnette de 9 ans. Personne n'a mentionné les 2 chalets que je possédais à l'extrémité nord du même lac parce que personne n'était au courant. Ma mère pensait me tendre un bon que je pourrais utiliser. L'écart entre ce qu'elle pensait qu'il se passait et ce qui se passait réellement n'était pas quelque chose que je voyais une raison de combler dans cette pièce.
À ce moment-là, devant ces gens. Je suis rentré chez moi en voiture. J'ai pensé au premier chalet. Je suis rentré chez moi dans la camionnette de 9 ans avec le bon dans ma poche intérieure de veste et le lac visible à travers les interstices des arbres le long de la route. Le soir tombait, la lumière devenant orange-gris sur l'eau, et je conduisais sans la radio parce que je voulais le silence. Je ne repassais pas la fête dans ma tête comme on repasse quelque chose qui nous a blessés. Je pensais au chalet à l'extrémité nord, celui que j'avais acheté il y a 4 ans, et au porche couvert qui faisait face à l'eau, et au fait de savoir si ce chalet rendait le bon drôle ou simplement inexact. Je revenais toujours à inexact. Le bon n'était pas la pire chose qui s'était produite à la fête. Le pire était la facilité avec laquelle la pièce l'avait accepté comme correcte. Anna était à la table de la cuisine quand je suis rentré. Elle a regardé mon visage quand je suis entré par la porte. La façon dont elle regarde quand elle lit une situation, et elle a attendu. Je me suis assis en face d'elle et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je l'ai raconté simplement. Le bon, la phrase, le rire. J'ai posé le bon sur la table entre nous. Elle l'a ramassé, l'a retourné, a lu les conditions au dos, l'a reposé. Elle a dit, « Tu as dit quelque chose ?» Je lui ai dit, « Non. » Elle a réfléchi un instant. Elle a dit, « Ça valait la peine de dire quelque chose ?» Je lui ai dit que je ne pensais pas. Non pas parce que le moment ne méritait pas de réponse, mais parce que la réponse dont je disposais dans cette pièce, devant ces gens, aurait été la mauvaise. Cela aurait été une correction. Cela aurait été une information livrée en légitime défense, ce qui est le pire contexte possible pour que l'information atterrisse. Anna a dit, HM. Raclement de gorge puis elle a dit, tu as gardé le bon? Je lui ai dit qu'il était juste là sur la table. Elle a dit, bien. Et elle a pris son verre et est retournée au livre qu'elle lisait quand je suis entré, ce qui m'a dit qu'elle comprenait parfaitement la situation et qu'elle avait décidé que sa confiance en moi était suffisante. Ce fut l'intégralité de notre conversation à ce sujet cette nuit-là, et c'était suffisant. Je veux revenir un instant à ce que j'ai dit sur le premier chalet et Thanksgiving. J'ai failli le mentionner. Il y a un type particulier d'information qui change de forme quand on la partage. Toutes les informations ne sont pas comme ça. La plupart des faits sont stables dans le récit. Mais certains faits, ceux qui remettent en question un récit établi sur qui vous êtes, deviennent quelque chose de différent au moment où ils entrent dans un système qui n'a pas été construit pour les contenir. Ils ne sont pas traités comme des faits. Ils sont traités comme des anomalies. Le système les absorbe et trouve un moyen de les faire correspondre au modèle existant, et en les faisant correspondre, ils perdent ce qu'ils sont réellement. J'avais un chalet. Le chalet était un fait simple. J'avais évalué une propriété, trouvé les chiffres solides et l'avais acheté avec de l'argent que j'avais économisé pendant 12 ans de travail d'ingénierie sur des projets d'infrastructure qui exigeaient de la précision et ne récompensaient pas les erreurs. C'était l'histoire complète. Mais dans le système de ma mère, le chalet ne serait pas reçu comme cette histoire. Il serait reçu comme une surprise. Et la surprise serait gérée. Et la gestion produirait une réponse chaleureuse et légèrement dubitative. La chaleur de quelqu'un qui s'est trompé de manière mineure et qui est généreux à ce sujet. Je ne voulais pas que le chalet devienne une occasion pour ma mère d'être généreuse à propos de son erreur. Je voulais qu'il soit à moi de la manière simple dont les choses sont à vous avant qu'elles n'entrent dans les systèmes d'attente des autres. Alors je n'ai rien dit à Thanksgiving et l'année d'après et l'année d'après. Cela a fonctionné dans le sens où les chalets sont restés miens de la manière dont je le voulais. Cela n'a pas fonctionné dans le sens où le silence a été interprété comme une confirmation du modèle de ma mère plutôt que comme ce qu'il était réellement, c'est-à-dire un choix délibéré sur les conditions dans lesquelles j'étais prêt à partager des choses. Ma mère a interprété l'absence d'informations comme plus d'informations du genre qu'elle avait déjà. Au moment où elle m'a tendu le bon, elle faisait fonctionner sa version de moi depuis 12 ans, et cette version n'avait jamais été contestée, et elle n'avait aucune raison de penser qu'elle était fausse. Le bon de réduction pour le motel n'était pas de la malice. C'était 12 ans d'hypothèses incontestées livrées sur un papier jaune avec un rire bon enfant devant 40 personnes. J'ai gardé le bon. C'était à l'extrémité nord, plus tranquille, du lac, une structure plus ancienne construite au milieu des années 70, 3/4 d'hectare, un porche couvert qui faisait face à l'eau, un toit qui avait besoin de travaux, et une fondation qui n'en avait pas. J'avais observé cette section de la région des lacs pendant 2 ans avant que le prix ne baisse à un point qui correspondait à mon évaluation de la valeur du terrain indépendamment de la structure qui s'y trouvait.
J'ai payé 94 000 € en espèces. J'avais mis de l'argent de côté sur mon salaire d'ingénieur pendant 4 ans avec une intention spécifique et j'avais atteint le point où je pouvais faire cette démarche sans effet de levier. La transaction a duré 6 semaines de l'offre à la clôture. J'ai signé l'acte, reçu la clé, conduit jusqu'à la propriété un samedi matin d'octobre, et je me suis assis sur le porche couvert pendant 1 heure à regarder l'eau. Je n'ai rien dit à personne. J'ai failli le dire à ma mère à Thanksgiving cette année-là. J'étais à table, le dîner de famille, la rotation spécifique des plats qui apparaît chaque novembre et que je peux produire de mémoire. Le plat de patates douces que François fait et qui est trop sucré, mais que personne n'a jamais corrigé. La sauce aux érelles dans le bon bol, les petits pains qui sont toujours soit parfaitement cuits, soit légèrement trop cuits. Ma mère décrivait la nouvelle position de Clara à quiconque écoutait, et Clara jouait le bon degré de modestie à ce sujet, et Denis était d'accord avec ce que Clara disait. La vente du chalet avait été clôturée 3 semaines auparavant. La clé était dans ma veste. J'avais l'information prête. J'avais même réfléchi à la façon de le dire. Non pas pour en faire un événement, mais simplement pour introduire un fait dans le registre familial. J'ai acheté une propriété au bord du lac. C'était la phrase. 7 mots. Je ne les ai pas dit. J'ai attendu une pause dans la conversation où ils s'intégreraient sans interrompre. Et la conversation n'a pas produit de pause. Et au moment où le dessert est arrivé, j'avais replié la nouvelle. Et au moment où je suis rentré chez moi en voiture, c'était de nouveau à moi, toujours non partagé, ce qui était l'état que j'avais décidé de préférer. Il ne s'agissait pas de dissimulation. Je veux être précis. Je ne cachais pas le chalet à ma famille comme une manœuvre. Je le leur cachais parce qu'au moment où je le mettrais dans le système familial commencerait à le traiter et le traitement impliquerait le modèle de ma mère de moi et le modèle trouverait un moyen d'accommoder l'information sans se réviser. Elle serait légèrement satisfaite et avec le doute résiduel de quelqu'un qui a déjà la catégorie assignée et la conversation pivoterait vers la superficie de Clara ou la promotion de Denis ou quelque chose d'autre qui appartenait au côté, rangé, de la hiérarchie familiale. J'aurais abandonné une information qui me semblait mienne et n'aurais rien reçu en retour, sauf la performance de l'avoir partagée. Je suis rentré de Thanksgiving avec la clé toujours dans ma veste et la nouvelle toujours non partagée et le chalet posé sur 3/4 d'hectare à l'extrémité nord du lac, attendant le vendredi où je monterai et commencerai le toit. Le second chalet est venu 8 mois plus tard, 110 000 €, même lac, bras différent du rivage, meilleure structure. L'évaluation d'une propriété par un ingénieur en génie civil prend environ 2 heures d'attention concentrée et j'y avais consacré 3 heures, ce qui me disait quelque chose sur à quel point je le voulais. Je l'ai acheté, j'ai enregistré l'acte sous mon nom comme on enregistre toutes les propriétés dans ce département et je n'ai rien dit à personne. À la fin de cette année-là, j'avais 2 propriétés sur le même lac où 4 ans plus tard, ma sœur achèterait un appartement avec la contribution de 40 000 € de ma mère. Et ma mère me tendrait un bon de réduction pour un motel et dirait à une pièce pleine de gens que c'était plus de mon niveau. Les 2 chalets valaient ensemble environ 230 000 € de valeur estimée à ce moment-là. L'écart entre ces 2 faits est l'histoire. Je veux expliquer pourquoi j'ai continué à acheter. Ce n'était pas pour accumuler une révélation. Je n'avais aucune intention de révélation au sens théâtral. J'ai acheté plus de propriétés parce que les chiffres continuaient d'avoir du sens et parce que j'en avais les moyens et parce que cette région des lacs particulière était, d'un point de vue infrastructurel, sous-évaluée par rapport à ses caractéristiques d'accès et à la direction que prenait le développement environnant. 2 autres ont été clôturées la 2e année. Une sur la route d'accès ouest et une sur un terrain alimenté par un ruisseau en retrait du rivage avec des caractéristiques de drainage qui le maintiendraient stable tandis que les propriétés riveraines feraient face aux problèmes d'érosion qui accompagnent la proximité du lac. L'année où ma mère m'a tendu ce bon, j'avais 4 propriétés dans la région des lacs, évaluées collectivement à un peu plus de 400 000 €. Aucune d'entre elles n'était visible pour ma famille parce que je ne les avais jamais mentionnées. Je ne les cachais pas. Les registres publics sont publics. Si quelqu'un de ma famille avait effectué une recherche sur mon nom dans la base de données des actes du département, tout mon portefeuille serait apparu immédiatement, organisé par date de transaction. Personne n'avait effectué cette recherche. Personne n'y avait pensé. Dans le modèle de ma famille, je n'étais pas le genre de personne qui apparaîtrait de manière significative dans cette base de données. Les 5e et 6e propriétés n'ont pas été achetées avant la fête. Elles sont venues après. Je suis précis à ce sujet parce qu'il est important pour moi que le dossier soit exact.
Quand ma mère m'a tendu le bon de réduction pour le motel, j'avais 2 chalets sur le même lac. Je n'en avais pas 6. Les 4 après cela sont la partie à laquelle le titre fait référence. La partie qui s'est produite dans les mois entre la fête et le moment où Sophie a ouvert son ordinateur portable. Le numéro 5 était un chalet de 2 chambres sur la route du Sud que j'observais depuis 2 ans. L'ancien propriétaire a déménagé pour le travail et l'a mis en vente rapidement. J'ai fait faire l'inspection un week-end et j'ai clôturé en 30 jours. Le numéro 6 était un terrain avec une structure debout en très mauvais état, mais sur une section de rivage que j'étudiais depuis avant de posséder le premier chalet. Une étendue de front de mer que les améliorations de la route d'accès prévues pour l'année suivante rendraient substantiellement plus précieuse. Je l'ai acheté pour le terrain et j'ai accepté le travail comme le coût de la position. Lorsque Sophie Leclerc a tapé mon nom dans la base de données du département ce soir d'octobre à l'appartement de ma sœur, elle a vu 6 entrées. 2 qui étaient là depuis des années, 4 qui s'étaient accumulées depuis que ma mère avait dit à une pièce pleine de gens qu'un bon de réduction pour un motel était plus de mon niveau. Si vous avez déjà été assis dans une pièce où votre famille racontait la mauvaise histoire à votre sujet et que vous avez choisi de les laisser la raconter, non pas parce que vous ne pouviez pas la corriger, mais parce que la correction vous aurait coûté quelque chose que vous n'étiez pas prêt à dépenser. Restez avec moi. Parce que ce qui s'est passé 4 mois après la fête est la partie qui change la forme de tout ce qui précède. Le trajet de retour de la fête a duré 45 minutes. Anna était dans la cuisine quand je suis rentré. Elle a regardé mon visage et n'a pas demandé comment ça s'était passé, ce qui est l'une des choses que j'apprécie le plus chez elle. Elle a attendu. Je me suis assis au comptoir et je lui ai parlé du bon. Je l'ai sorti de la poche de ma veste et je l'ai posé sur le comptoir entre nous, papier jaune, plié une fois, nom de la chaîne de motel visible. Elle l'a regardé. Elle l'a ramassé et l'a retourné pour lire le dos. Puis elle l'a reposé. Elle a dit, « Tu as dit quelque chose ?» Je lui ai dit non. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle a dit, « Tu as gardé le bon ?» Je lui ai dit qu'il était juste là sur le comptoir. Elle a dit, « Bien. » Elle est retournée à ce qu'elle faisait. Ce fut l'étendue de la conversation à ce sujet. Les propriétés 5 et 6 ont été clôturées dans les mois suivant la fête. Le numéro 5 était un chalet de 2 chambres sur la route du sud du lac que j'observais depuis 2 ans et qui a finalement été correctement tarifé lorsque l'ancien propriétaire a déménagé. Le numéro 6 était un terrain avec une structure debout qui nécessitait des travaux importants mais se trouvait sur une section de rivage qui prendrait de la valeur plus rapidement que tout ce que je possédais actuellement. Au moment où Sophie Leclerc a ouvert son ordinateur portable à la fête de l'appartement 4 mois après que j'ai assisté à la même fête, j'avais 6 propriétés dans cette région des lacs. La plus ancienne avait été enregistrée 4 ans auparavant. La plus récente avait été clôturée 11 jours avant la recherche de Sophie. Les 6 étaient enregistrés sous mon nom. Léo Dubois, registre public standard accessible à tout professionnel agréé ayant accès à la base de données. Je n'étais pas à l'appartement quand Sophie a effectué la recherche. J'étais à la propriété 3, le terrain alimenté par un ruisseau, faisant des travaux de finition sur la terrasse arrière que j'avais repoussée depuis le printemps. Analysé à l'intérieur. L'après-midi était le genre de fraîcheur spécifique que l'on trouve en octobre dans l'est de la France. Clair et calme, la lumière traversant la lisière des arbres avec l'angle qui change semaine après semaine à cette période de l'année jusqu'en décembre, où elle devient plate et y reste. Je travaillais sur une section de rampe et pensais au projet de route d'accès que mon cabinet étudiait 2 départements plus loin et ne pensais pas à ma mère. Mon téléphone a sonné à 16h47. Numéro inconnu. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais. Aucun message vocal n'a suivi. Puis à 17h32, le nom de ma mère est apparu sur l'écran. Hélène n'appelle pas les samedis soirs sans occasion et je n'étais pas au courant d'une occasion. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé 2 fois de plus dans les 20 minutes suivantes. J'ai terminé la section sur laquelle je travaillais, nettoyé raclement de gorge les outils et suis rentré à l'intérieur. J'ai dit à Anna que ma mère avait appelé 3 fois. Anna a dit « H », raclement de gorge et est retournée à son livre. J'ai décidé d'attendre d'avoir plus d'informations sur la raison des appels. François a appelé dimanche matin. Sa version de ce qui s'était passé était brève et dans le bon ordre, ce qui est son mode standard. Sophie avait dîné chez Clara la veille au soir. Un voisin lui avait posé des questions sur les valeurs sur le lac.
Le genre de questions que les invités posent aux agents immobiliers lors des dîners quand ils veulent avoir l'impression d'obtenir des informations utiles dans un cadre informel. Sophie avait ouvert son ordinateur portable. Elle défilait les transactions récentes dans la région des lacs, parlant des tendances de prix au mètre carré et de ce que le développement oriental avait fait aux valeurs comparables à l'extrémité nord quand elle est tombée sur un ensemble de résultats de recherche et sa main s'est immobilisée. François a dit qu'elle avait regardé l'écran un instant d'une manière qui a fait que les gens à table ont remarqué. Pas de manière dramatique, juste une pause légèrement plus longue que les pauses précédentes. Le genre de pause qui a une qualité différente de celle de la réflexion. Puis elle a tourné l'ordinateur portable vers Hélène. Elle a dit « C'est votre fils ?» Hélène s'était penchée. Elle avait lu ce qui était sur l'écran. Mon père a dit qu'elle l'avait lu un instant puis avait demandé à Sophie de faire défiler pour qu'elle puisse voir tous les résultats, ce qui lui a dit que la première chose qu'elle avait vue à l'écran n'était pas suffisante pour transmettre le tableau complet. Il y avait 6 résultats, tous Léo Dubois, tous dans le même département. Les dates allaient de 4 ans auparavant à 11 jours avant ce soir-là. François a dit qu'Hélène n'avait pas parlé pendant environ 2 minutes. Il a dit que c'était, selon son expérience, inhabituel. Il a dit que le dîner avait continué. Sophie avait été professionnelle dans toute l'affaire et n'avait pas fait plus de la découverte que la situation ne le justifiait et la conversation s'était finalement déplacée vers d'autres sujets. Mais la texture de la soirée avait changé. Il a dit que Clara était restée silencieuse le reste de la nuit. Ce détail était celui auquel je ne m'attendais pas. Clara, qui n'avait pas été à la fête quand le bon m'avait été remis et n'avait pas entendu ce qui avait été dit, avait maintenant été assise à sa propre table de cuisine et avait vu sa mère lire un écran de base de données avec 6 entrées de nom de son frère dessus. J'ai pensé à ce que cela aurait pu ressentir pour Clara, qui n'était pas la méchante de cette histoire, qui était simplement la bénéficiaire d'une hiérarchie qu'elle n'avait pas conçue et à laquelle on ne lui avait jamais posé de questions. J'ai pensé à elle assise là et pour la première fois sous une forme concrète et documentée, confrontée à l'écart entre ce que sa mère disait de moi et ce que le registre montrait. J'ai pensé que c'était le moment où cela devenait réel pour elle d'une manière que les dynamiques de table n'avaient jamais été. François a dit qu'elle lui avait envoyé un texto cette nuit-là. Il ne m'a pas dit ce qu'il disait. Il a dit que ce n'était pas quelque chose qu'il avait besoin de partager avec moi, ce que j'ai pris pour signifier que c'était quelque chose de privé qu'elle avait besoin de dire et reniflement que le fait qu'il ne me le transmette pas était en soi une sorte de protection pour elle. J'ai respecté cela. Il a dit, votre mère se sent mal. Pas qu'elle avait tort. Pas que le bon était cruel et qu'elle le comprend maintenant. Elle se sent mal, ce qui est exact et qui est aussi la version des faits qui la positionne comme quelqu'un qui a éprouvé une émotion plutôt que quelqu'un qui a fait une chose spécifique à une personne spécifique. J'ai noté la distinction et j'ai laissé tomber. J'ai dit à François que je l'appellerais quand je serais prêt. Il a dit qu'il comprenait. Puis il a dit, elle se sent vraiment mal, Léo. Et je lui ai dit que je le croyais aussi. Et nous avons raccroché. Ma mère a appelé dimanche après-midi 2 fois. J'ai laissé sonner les 2. Elle a appelé lundi matin. J'ai laissé sonner. Lundi soir, elle a laissé un message vocal que j'ai écouté en me tenant dans la cuisine de la propriété 1, que je rafraîchissais les week-ends pendant que je réfléchissais à la conserver ou à la mettre en vente. Sa voix sur le message était plus lente que d'habitude. Elle a dit qu'elle avait vu les registres. Elle a dit qu'elle ne savait pas. Elle a dit qu'elle aurait aimé savoir parce que les choses auraient été différentes. Elle a dit que le bon était une blague. Elle plaisantait juste. Elle ne voulait rien dire par là. Et puis elle a dit, pourquoi ne nous as-tu pas dit? Nous t'aurions traité différemment. Je me suis tenu dans la cuisine d'un chalet que je possédais depuis 4 ans et j'ai écouté ma mère expliquer avec un sentiment sincère et sans conscience de ce qu'elle disait réellement que son traitement envers moi était fonction des informations qu'elle possédait sur ma situation matérielle et que, si l'information avait été différente, le traitement aurait été différent et elle offrait cela comme réconfort et excuse. Je l'ai écouté 2 fois pour m'assurer que j'avais bien entendu. Puis je l'ai supprimé et je suis retourné au travail. Voici ce que je sais sur les structures. Une structure ne s'effondre pas au moment où elle est mal construite. Elle supporte du poids pendant des années, parfois des décennies, semblant solide, fonctionnant adéquatement, ne donnant aucune indication de la déficience en son cœur. Le point de rupture arrive lorsqu'une charge est appliquée que la structure n'était pas conçue pour supporter. Et la défaillance n'est pas causée par la charge. Elle est causée par ce qui était dans la structure depuis le début.
La charge ne fait que la rendre visible. Ma mère gérait une version de notre famille depuis 63 ans. Elle avait assigné à chaque personne une capacité portante, un rôle, une position dans la hiérarchie, un ensemble d'attentes issues de ce qu'elle avait observé et de ce qu'elle avait eu besoin de croire. Ces assignations n'étaient pas construites par cruauté. Elles n'étaient pas non plus construites par exactitude. C'étaient des structures faites des matériaux qu'elle avait sélectionnés pour des raisons qui servaient son modèle, et elles avaient porté le poids de sa certitude assez longtemps pour qu'elle ait cessé de vérifier les fondations. La base de données des acheteurs n'était pas une révélation. C'était une charge. C'était la première information me concernant qui est entrée dans son système à pleine charge, sans mon cadrage, sans ma voix, par une source qui n'avait aucun intérêt dans son récit. La base de données de Sophie a renvoyé les registres qu'elle détenait. 6 entrées, toutes Léo Dubois, toutes dans la même région des lacs où Hélène Dubois avait distribué des bons de réduction pour des motels et dit à des pièces pleines de gens que son fils était plutôt dans une situation d'hébergement économique. La structure n'a pas cédé à cause de la base de données. Elle a cédé à cause de ce qui y avait toujours été. La base de données n'était que la charge qui a finalement été appliquée. Je l'ai rappelé 3 semaines après la fête. Mardi soir, à ma table de cuisine à Lyon, une tasse de thé refroidissant à mon coude. J'avais réfléchi à ce que je voulais dire, et j'étais arrivé à quelque chose qui me semblait précis, ce qui est la norme que j'essaie de maintenir pour les communications importantes. Elle a répondu dès la première sonnerie. Elle a dit mon nom d'une manière qui contenait du soulagement, et j'ai compris qu'elle avait attendu cet appel et n'était pas certaine qu'il viendrait. Elle s'est excusée en premier, ce à quoi je m'attendais. Les excuses étaient sincères et générales, le genre qui reconnaît un tort sans en identifier le mécanisme spécifique. Elle a dit que le bon avait été irréfléchi. Elle a dit qu'elle n'avait pas voulu m'embarrasser. Je lui ai dit que je l'avais entendu et que j'acceptais, et je pensais les deux choses. Puis elle est revenue à la phrase du message vocal. Elle a dit qu'elle aurait vraiment aimé savoir parce qu'elle aurait fait les choses différemment. Elle l'a dit avec l'ouverture de quelqu'un qui croit offrir un chemin à suivre. Je lui ai demandé quelle chose. La pause qui a suivi m'a dit qu'elle n'avait pas anticipé la question. Elle a dit qu'elle aurait parlé de ce que je faisais lors des dîners de famille. La façon dont elle parlait de la trajectoire de Clara. Elle a dit qu'elle l'aurait partagée, en aurait été fière comme elle avait été fière des choses de Clara. Je lui ai dit que je croyais tout cela. Je lui ai dit que j'avais aussi besoin qu'elle comprenne quelque chose sur la raison pour laquelle je n'avais pas partagé les propriétés, ce qui n'était pas principalement à cause d'elle, mais que je voulais qu'elle le sache. Je lui ai dit que chaque fois que j'avais observé ce qui se passait quand je donnais à ma famille des informations sur ma vie, l'information entrait dans un système qui la traitait par rapport à un modèle déjà décidé. Le modèle était que Clara était la réussite et que je travaillais encore dessus. Les informations qui confirmaient le modèle étaient facilement reçues. Les informations qui contestaient le modèle étaient reçues avec la chaleur spécifique de quelqu'un qui est surpris et essaie d'être généreux à propos de la surprise, ce qui est différent de simplement être content. Je n'avais pas voulu que mes chalets soient reçus avec une surprise généreuse. Je voulais qu'ils soient miens de la manière simple dont les choses sont à vous avant qu'elles ne soient traitées par les attentes des autres envers vous. Je les avais gardés pour moi, non pas parce que je préparais une révélation, mais parce que l'alternative, les mettre dans le système familial pour être catégorisés, évalués et répondus par la version de moi de ma mère, m'avait semblé être un pire résultat que le silence. Le bon était le moment où j'ai compris que le silence ne m'avait pas protégé du modèle. Il avait été lu comme une confirmation du modèle. La version de moi de ma mère était là, exacte dans son système depuis 12 ans. Et elle distribuait des bons de réduction pour des motels et passait devant des camionnettes de 9 ans et des allées et disait aux gens à l'église que je cherchais encore mes marques. Et rien de tout cela n'avait été cruel. Parce que rien de tout cela n'avait été cruel dans sa compréhension. C'était simplement son évaluation honnête. Je lui ai dit que c'était cela qu'il fallait qu'elle intègre, non pas les propriétés, mais l'évaluation. Elle est restée silencieuse pendant longtemps après que j'ai dit cela, assez longtemps pour que je vérifie le téléphone pour voir si l'appel avait été coupé. Il ne l'était pas. Elle était là. Elle a dit, je ne sais pas quoi dire. Je lui ai dit que ce n'était pas grave. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à dire quoi que ce soit pour le moment. Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle l'a dit avec l'urgence de quelqu'un qui met beaucoup de poids sur un petit récipient. Je lui ai dit que je le savais. Je lui ai dit que je l'aimais aussi.
Et je le pensais de la manière compliquée dont on pense aux gens dont le modèle de vous a été faux pendant longtemps et qui détiennent maintenant l'information qu'il était faux et qui décident quoi en faire. Nous avons parlé un moment après cela, du dos de François, du projet d'ingénierie que je finissais. Elle m'a posé plus de questions sur les propriétés qu'elle ne m'en avait jamais posées sur quoi que ce soit me concernant. Le genre de questions détaillées qui m'a dit qu'elle essayait de mettre à jour le registre en temps réel, insérant de nouvelles informations dans des espaces où la mauvaise version avait vécu. Ce fut un effort pour nous deux, et c'était la plus authentiquement curieuse qu'elle ait jamais été à propos de ma vie. Et j'ai reçu cela pour ce que c'était, ce qui était le début de quelque chose qui n'avait pas existé avant cette conversation, et qui pourrait devenir quelque chose qui en vaut la peine. Abonnez-vous à Histoire de secrets de famille. Il y a d'autres histoires de ce genre, et elles commencent toujours au même endroit avec une version de quelqu'un construite avec de mauvais matériaux, chargée de certitudes, et jamais testée sous pression. L'échec arrive toujours. La question est seulement quelle charge finit par trouver le point. J'ai trouvé le bon de réduction pour le motel 6 semaines après la fête. Je faisais mes valises pour un long week-end à la propriété 3, le terrain alimenté par un ruisseau avec la terrasse arrière que j'avais fini et j'ai ramassé la veste que j'avais portée à la célébration de l'appartement et j'ai senti quelque chose dans la poche intérieure. Je l'ai déplié. Papier jaune, nom de la chaîne de motel, 25% de réduction sur une chambre standard. Date d'expiration dans 2 mois. Je me tenais dans ma chambre en le tenant et je pensais au visage de ma mère quand elle me l'avait tendu. La chaleur qu'il dégageait, la facilité, la confiance totale de quelqu'un qui croit décrire le monde avec précision et rendre un petit service à la personne en face d'elle. J'ai pensé à l'écran de Sophie et aussi résultat et à ma mère assise à cet îlot de cuisine lisant mon nom sur une base de données de propriété du département et aux 2 minutes de silence que François avait décrites au téléphone. J'ai pensé au message vocal et à la phrase qu'elle avait offerte comme réconfort. J'ai pensé à la conversation 3 semaines après et aux questions que ma mère avait posées sur les propriétés. Les questions détaillées et curieuses de quelqu'un qui avait enfin regardé la bonne information et essayait de construire une version plus précise avec elle. Le bon était la preuve d'une structure qui avait déjà échoué. Je n'en avais pas besoin pour autre chose. Je l'ai mis dans la poubelle de recyclage dans la cuisine à côté de la capsule de café vide et d'une boîte en carton aplatie de barres de céréales. Et j'ai fermé le sac et l'ai porté à la voiture et j'ai roulé vers le nord, vers le lac. Anna était déjà là quand je suis arrivé. Elle était montée la veille et avait sorti les chaises de porche et un feu allumé dans le foyer près de l'eau. Et quand je suis arrivé par l'arrière du chalet, elle a levé les yeux de son livre et a levé sa tasse de café en un petit salut. J'ai pris une tasse et je me suis assis à côté d'elle. L'eau était devant nous. C'était la qualité spécifique de calme que le lac prend à la fin de l'automne quand le vent est faible et que la lumière arrive à plat de l'ouest et que tout à la surface est une copie nette de tout ce qui se trouve au-dessus. Un héron travaillait près du rivage à environ 30 mètres, se déplaçant avec la patience concentrée de quelque chose qui est bon à cela depuis longtemps et le sait. Je n'avais nulle part ailleurs où être. Je n'avais pas d'appel téléphonique à passer ou de message vocal à retourner ou de système familial à naviguer. J'avais une tasse de café et un Porsche couvert et 5 autres propriétés dans le département où la 6e d'entre elles était en ce moment assise sous cette même lumière. Chacune d'elles achetée avec mon propre argent. Chacune d'elles enregistrée sous mon propre nom dans une base de données que tout professionnel agréé avec un accès standard pouvait rechercher et trouver. L'héron n'a pas bougé pendant longtemps. Nous non plus. L'eau était calme. Je n'avais nulle part ailleurs où être.